Jeudi 28 février 2019, c'est le dernier numéro du Grand Rendez-vous pour le compte de ce mois de février. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Tout de suite, nous allons découvrir ensemble la météo de demain. Voilà, la carte postale ce soir nous amène à Awaké dans le département de la Donga. Donc, bonsoir aux populations de la Donga. Nous avons 3 rubriques au menu ce soir. Nous revenons sur la consommation du piment. Et oui, on le sait sur BB24 que vous êtes nombreux à l'apprécier, le piment, dans vos plats et surtout qu'il a bien d'autres utilités. Ce soir, on vous dit tout sur l'impact de la consommation du piment sur la santé. C'est dans Nature et Bien-être. L'expert aujourd'hui s'intéresse à la commercialisation du cajou. Nous sommes à la veille du lancement d'une nouvelle campagne. Que retenir de la campagne précédente et quelles sont les différentes étapes de la commercialisation du cajou? On en parle dans un instant avec l'invité sur la rubrique Expert. Deuil dans le rang des artistes béninois. Je crois que nous le savons désormais tous. Stan Toron nous a quittés, mais il demeure toujours vivant à travers ses œuvres. Nous allons donc revenir sur son parcours musical dans la rubrique Horizon Culture. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Nadège Soni est déjà là pour la présentation des titres. Nadège, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello. Comment vous allez ce soir? Très bien, et chez vous? Ça va aussi. On vous laisse pour la présentation des titres. On vous retrouve après. Merci à vous Agnès Bello. 28 février 2019, 29 ans aujourd'hui que les travaux de la conférence nationale ont pris fin. Nous reviendrons sur le rôle joué par feu Monseigneur Isidore de Souza qui a présidé les dites assises. Nous parlerons de comment créer une entreprise et réussir à partir de rien. Comment y parvenir, vous le saurez dans le 1945. Et puis on s'intéressera aux OGM. Patrice Sagbo, naturaliste, nous donnera son point de vue sur ces organismes génétiquement modifiés. Voilà Nadège Soni, moi j'ai hâte de savoir comment est-ce qu'on peut réussir en partant de rien. On a toujours besoin de le savoir puisque tout le monde veut réussir, mesdames et messieurs. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez le savoir, restez avec nous jusqu'à 19h45 pour l'heure du journal. On aura avec nous Nadège Soni. En attendant, le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer. Nature et Bien-être. Nature et Bien-être ce soir revient sur la consommation du piment. Hier avec Yasmine Damanta et son invité, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, on en parle avec un médecin, mais ce sera après avoir suivi ce reportage. Connu depuis des milliers d'années, le piment fut cuisiné pour la première fois par les Aztèques. Ces derniers le transformèrent en boisson mélangée avec du cacao. Ils prétendaient que ce nouveau filtre donnait du courage. Il est la dernière épice découverte et pourtant plus cuisinée au monde.
Dans les pays chauds comme le Bénin, le piment serait particulièrement apprécié. Parfois agressif dans la bouche, cette épice doit son goût à un composant appelé la capsaïcine. Pour les férus de ce condiment, plus il est petit, plus il pique les papilles gustatives. Prends de l'alcool qui est trop fort et aussi prends de piment plus fort pour dire que tu es en train de guérir, soit de diminuer la puissance d'alcool. Jamais. Ce n'est pas conseillé. Donc le piment a 3 catégories, soit 4 catégories comme ça. Et chacun d'eux a son rôle de puissance. Vous voyez, le piment petit, vous le sentez. Si tu prends ce piment petit trop, ça va te faire créer des ulcères ou soit faire sortir des cocos qu'on appelle hémorroïdes. On ne va pas trop exagérer, prendre du piment, non. Au moins 3 comme ça, 4 comme ça, là, ça te va pour la nourriture. Moi, je n'en consomme pas. Très jeune déjà, les médecins, suite à une maladie, me l'ont interdit. Même à mon insu, quand on en met dans la sauce, cela me rend très malade. Consommer le piment en petite quantité, c'est bien, mais exagérer, ce n'est pas bien. Les piments se conservent sous plusieurs formes. La première est de les sécher, puis de les réduire en poudre ou de les laisser en fins morceaux. La deuxième est de le mettre dans un sac plastique en bas du réfrigérateur. Mais quand les piments sont à chair épaisse, ils peuvent être congelés dans un sac plastique fermé hermétiquement. Toutefois, la consommation de cette épice n'est pas sans conséquence sur la santé du consommateur. Il requiert beaucoup de précautions avant toute utilisation, mais aussi plus de renseignements sur la quantité à consommer. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec Yasmine Damata qui est sur ce plateau avec nous. Yasmine Damata, on poursuit avec le piment. Oui, la semaine, disons le mardi dernier, on a parlé déjà des bienfaits du piment. C'était avec Ariane Ouakpo. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Zimetamou. Bonsoir. Bonsoir, maman. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler des dangers que présente le piment pour la santé. Dites-nous déjà, quels sont ces dangers? D'accord. Alors, le piment contient une substance essentielle, c'est la capsaïcine. Elle existe dans beaucoup de nutriments, d'aliments plutôt, dans le poivre et le gingembre. Dans le poivre, nous avons la pipérine, dans le gingembre, nous avons le gingerol. Alors la capsaïcine est une substance qui a pour principal élément de relever le goût en général et ensuite un élément irritant. Alors, pour les mammifères, il irrite la paroi des muqueuses. Donc on comprendra par là que ingérer du piment, ingérer une substance qui contient de la capsaïcine va provoquer une irritation de cette muqueuse-là. Et nous avons une muqueuse buccale dans la bouche, une muqueuse intestinale, gastrique, dans l'estomac et dans tout l'intestin. Alors pour certains qui présentent un système digestif fragile, ils vont développer des effets secondaires à cette ingestion-là. Donc ça passe par les douleurs au ventre, une accélération du transit, des selles liquidiennes et chez certains une inflammation des hémorroïdes et provoquer une maladie hémorroïdaire. Alors, cette exposition répétée à une substance irritante peut provoquer à un moment donné des complications. D'accord. Donc, des complications qui peuvent être variées. On peut Donc, y arriver. pour vous, le plus important, c'est de ne pas trop en prendre. Exactement. Il y a un adage qui dit que tout excès nuit. Donc, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, mais certains, quand ils mangent à table déjà, parfois ils abusent déjà de l'alcool, mais à leur table, on voit également du piment. On leur recommande même de prendre du piment pour atténuer ce piment. L'alcool. Vous en pensez quoi? Est-ce que le mélange alcool-piment, ça fera du bien? Non, le mélange alcool-piment, je ne pense pas qu'il fasse du bien. Plutôt qu'il faut savoir que le piment, dans les recherches, permettrait de libérer certaines endorphines qui rendent euphoriques. Et comparé à la prise d'alcool, c'est une substance qui permet de majorer cette euphorie-là. Donc, il y a certaines personnes qui, en voulant sentir cette euphorie, mélangent les deux. Donc, vous aurez l'impression le plus souvent que quand on prend du piment, on est souvent heureux. Ah, on est souvent heureux. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas alors qu'ils prennent du piment en plus de l'alcool? Ils peuvent le prendre, mais à condition qu'ils n'exagèrent pas.
parce que justement, à cause de cet effet irritant au niveau des muqueuses, s'ils en prennent trop, ça va brûler. L'alcool contient déjà des substances qui irritent. Donc, quand on en prend un peu trop au niveau de la paroi œsophagienne, ça va provoquer aussi une irritation. Et avez-vous déjà reçu des patients qui ont eu ces genres de problèmes? Oui, beaucoup. Alors, les maladies provoquées par l'ingestion de piment sont très fréquentes chez nous en Afrique, surtout au Bénin. Au Bénin, nous avons beaucoup les nourritures, les alimentations épicées, c'est-à-dire qui contiennent des éléments qui relèvent le goût. Alors, je peux dire que dans mes statistiques, depuis que j'ai commencé à consulter, je vais dire qu'il y a environ un tiers qui viennent pour des troubles liés à l'ingestion de piment. Oui, mais ça peut aller même jusqu'à la perforation de l'estomac, par exemple. Perforation de l'estomac? Oui. Suite à une injection de piment? Oui, excessive. Ça dit qu'ils mangent de façon répétitive, ils mangent tous les jours le piment, c'est ça, ou parce qu'ils ont consommé une forte quantité? Une fois une forte quantité, et parce qu'ils ont provoqué une exposition répétée. Certains docteurs même recommandent aux personnes, nous recommandent quand on veut consommer, quand on veut utiliser le piment, de nous protéger le corps. Je ne sais pas pourquoi cet état de choses, pourquoi on doit se protéger le corps. Est-ce à dire que le piment peut également avoir des effets sur notre peau? Oui. Comme la capsaïne, elle permet, ou du moins, elle réveille les cellules neurosensorielles qui provoquent ou bien qui réveillent la chaleur. Alors donc, c'est une sensation qui est mimée. Dès qu'on est exposé, on a l'impression qu'il y a quelque chose de chaud et que ça brûle. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut souvent se protéger. Donc c'est pas bon de l'exposer comme ça. On aura cette sensation de chaleur, de brûlure à chaque fois. Oui, mais seulement sur la peau. Seulement sur la peau. Partout. Donc même le nez, les yeux, on doit se protéger. Toutes les cellules du corps où il y a des cellules neurosensorielles. Mais là, c'est quand on veut utiliser un peu de piment dans la sauce ou c'est quand on doit faire de l'exploitation en grande quantité du piment? Dans les deux cas. Aussi bien dans la sauce que dans l'exploitation en grande quantité. Vous leur demandez presque de revertir une combinaison. Il faut couvrir toutes les parties de son corps avant de consommer. Agnès, je crois que ce que veut dire docteur, c'est que le piment, c'est aussi fort et sa manipulation, il faut vraiment avec attention. Mais vous parlez d'une épice qui se retrouve dans la plupart des mets béninois. Mais qui peut également irriter notre peau. Oui, mais bon, je me demande s'il n'y a pas une autre façon de consommer sans avoir tout ce que vous dites là, sans revertir en plus une combinaison. Alors, non, pas forcément une combinaison, juste si on s'expose, comment on appelle, à la particularité, c'est-à-dire à la partie essentielle même, à l'intérieur même de l'épice du piment, la partie qui est à l'intérieur, si la capsaïne nous expose directement à la peau, là on sera touché. Sinon, le revêtement extérieur avec lui-même, le revêtement extérieur, non, c'est pas protégé. Et voilà, il fallait le constat, c'est quand même le piment, c'est quand on met les pépins dans la bouche qu'on a ce goût vraiment pimenté. Voilà, exactement. C'est à l'intérieur justement qu'il y a cette capsaïne. À l'intérieur des pépins. Mais il y en a qui ne jurent que par ces pépins. C'est pas vous, j'espère. Non, Yasmina Bata, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est peut-être vous. Non, c'est pas moi. Alors, il y a un élément que j'aimerais bien ajouter. Oui. La capsaïcine est un élément qui n'est pas soluble dans l'eau. D'accord. Il est beaucoup plus soluble dans les substances lipidiques. Alors, ce qui fait que on dit à ceux qui souffrent d'ulcères ou ceux qui sont fragilisés par rapport à la prise de piment de prendre souvent du lait pour calmer les effets de cette brûlure-là. Ah, d'accord. Donc, ce qui fait que chez certains patients qui arrivent et qui sont en crise hyperalgique après une prise d'aliments épicés, on leur recommande souvent de prendre des produits, des produits laitiers ou même des produits médicaux qui contiennent des substances lipidiques. Certains recommandent même du fromage. Le fromage contient effectivement beaucoup de lait. Le fromage. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs fromages. On a notre fromage. En tout cas, ils ont dit fromage. C'est pourquoi je demande fromage à base de lait de vache. C'est que si les deux sont à base de lait. Oui, voilà, justement. Donc, tout produit à base de lait. Les produits laitiers, donc, qui contiennent une beaucoup de amie lipides. m'a également dit, parce que j'ai fait des recherches, elle m'a dit qu'elle ne peut pas se passer du piment. Pour elle, c'est déjà une addiction au piment. Oui, en effet. Ne pas pouvoir se passer d'un aliment, ne pas pouvoir se passer de quelque chose, ça fait une addiction. Il faut se désintoxiquer alors? Oui. C'est possible, une bien désintoxication au sûr. piment? C'est possible. Alors, comment le faire? Comment y parvenir? D'abord, il faut passer par une propre rigueur de soi, une volonté. Pour toute stratégie ou toute thérapeutique
de désintoxication, ça passe d'abord par la volonté. Si vous n'avez pas la volonté, vous ne pourriez pas y arriver. Ensuite, il faut l'aide et l'accompagnement de l'entourage, de l'environnement. Si l'environnement ne vous aide pas, ce sera aussi difficile. Alors j'imagine que vous êtes en train de faire une thérapie pour arrêter le piment quand vous voyez votre frère à côté qui amène un plat tout rempli de piment avec un bon... Et l'odeur, l'odeur et le surtout quand on ajoute de la moutarde. Oui, ce sera très très difficile pour quelqu'un qui est vous dans en cette parlez situation. en connaisseur. En tout cas, moi j'aime du piment. Je mange beaucoup de piment, ça je l'avoue. Mais pas comme ma copine qui en est... Accro. Non, Oui. pas moi. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas un problème au niveau du goût? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas le palais qui est tellement habitué à ça qu'on n'arrive plus à s'en passer? Oui, hein, je pense que c'est effectivement ça, puisque la capsaïcine relève le goût. Donc, si on s'y habitue, ben, on ne peut pas y résister. Hein. Mais moi, je pense même que ça tue les papilles gustatives. Non, pas que ça tue, en fait. Il faut faire attention avec ce qu'on dit sur ce plateau. Non, pas qu'elle tue. En fait, elle réveille, c'est-à-dire elles augmentent la surface de réception. Donc, la surface de réception des récepteurs est développée. Donc, il y a une réception plus importante du goût en ce moment-là. D'accord. Donc, voilà pourquoi. C'est pour ça qu'on a l'impression que les plats épicés sont plus délicieux. Oui, c'est beaucoup. Donc, ce n'est pas toujours le cas. C'est trompeur. Ah, c'est trompeur. C'est le secret de la cuisinière en Afrique. Hein. Mettre du piment, c'est bon pour le repas. Est-ce qu'on peut arriver à une cuisine sans piment au Bénin? Une cuisine sans piment, non, il ne faudrait pas dire une cuisine sans piment. Une cuisine avec piment modéré. D'accord. Sans piment, ce serait comme si on dirait une cuisine sans tomate, une cuisine sans oignon. Chacun a ses éléments bénéfiques, chacun a ses éléments, ça a des avantages. Donc, il faut juste utiliser à juste dose. Mais moi, je voulais savoir également, certains disent qu'ils utilisent le piment pour soigner leur plaie. Puisque ça soigne les plaies, moi je me dis, est-ce que ça ne va pas aggraver la plaie? Comment elle agit? Comment elle arrive à guérir les plaies? Alors, le piment, pour certains qui l'utilisent pour soigner les plaies, c'est encore dans une stratégie ou dans une étude. Les études ne sont pas encore vraiment vérifiées, donc il y en a qui l'utilisent de manière traditionnelle, surtout chez les traditionnels, chez les tradithérapeutes. C'est chez eux qu'on retrouve souvent ces genres de thérapie. Alors, sur le plan médical, ce n'est pas encore prouvé, tout est encore en étude, donc je ne pourrais encore me prononcer sur ce sujet-là pour le moment. Mais il serait, je dirais également le même cas pour ceux qui sont des femmes qui sont obèses, à qui on recommande de prendre du piment. Est-ce à dire que si elles prennent du piment, ça va diminuer le poids, mais est-ce que ça, plus de piment ne va pas également créer un cancer de l'estomac? Alors, en effet, prendre du piment donne un effet de satiété. Donc, on prend du piment, on a l'impression qu'on est rassasié. Donc, avec cette impression d'être rassasié, on a moins faim. Donc, en ayant moins faim, on va moins manger. Donc, on va perdre du poids. Donc, c'est beaucoup plus par rapport à cette sensation de satiété que cette prise de poids est régulière et on dira à la fin qu'on a maigri grâce au piment. Merci, Dr Zimetamo. Avec vous, on a parlé des conséquences, des dangers que peut avoir la consommation excessive de piment. Aniat Bello, je vous laisse sur ce plateau. Yasmine Damata, merci à vous. Docteur, on espère vous retrouver une autre fois pour un autre sujet. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour Nature et Bien-être. Ce soir, on passe à présent à une autre rubrique, Horizon Culture. Avec Horizon Culture, ce soir, nous rendons un hommage vibrant à l'artiste Santoran. On installe notre invité avec cette chanson que beaucoup connaissent et qui nous a permis de découvrir et d'apprécier l'artiste. Achiwanchiri Niwebo Auche Achiwanchiri Niwebo Shenche Achiwanchiri Niwebo Bakuche Nwa wanu miyo Yekusi uwo Nwa wanu miyo Yemana opere Nwa wanu miyo Yekusi uwo Nwa wanu miyo Yemana opere Achiwanchiri Niwebo Bakuche Achiwanchiri
Niwe ho tobeche, achewan chewan cherere. Niwe ho chichiche. Je suis un zeminya unkunke kakakaka kebi wesu. Mbozo kaka yon chebi webu. Ayi ngombe uwebe. Umpolo emaro yogo chome. Diplômé de Paris. École agronomie de Sorbonne. Je suis un sémillant. Après toutes mes études, non encore l'école, je reviens dans mon pays, moi noble l'école. Bon, après problème, nous pas. Au pays, y a pas boulot. Au pays, y a pas soutien. Et Hawaï, ouais, quelqu'un a dit qu'il y aura emploi. Les promettent 20 000 emplois. On m'appelle diplômé sans emploi. Pero boa suba tocan yola mi me kele. Voilà une mélodie que nous avons appris à apprécier, que beaucoup adorent. Et c'est d'ailleurs avec cette chanson que beaucoup identifient cet artiste-là qui est parti, mais qui est resté, qui demeure dans nos cœurs avec ses œuvres musicales. Jennifer Sachivi, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello. Avec vous ce soir, on s'intéresse à l'artiste Stanton. Bien sûr, cette icône de la musique béninoise, comme vous le savez, il a tiré sa révérence donc depuis mardi dernier, mardi 26 février dernier. Donc nous sommes là pour lui rendre hommage en quelque sorte et pour essayer de mieux le connaître. Nous sommes avec l'un de ces danseurs, c'est tout premier danseur, hein, quelqu'un qui le connaît vraiment bien. C'est Monsieur Kofi Adolphe Alalé. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Ça va. Comment vous vivez cette annonce-là de décès de Stan Toron, que vous connaissez quand même beaucoup? On est vraiment en deuil. On est en deuil et ça fait triste. C'est pas possible. Perdre quelqu'un comme ça, un baobab, vraiment c'est dur. Et moi, en tant que Alalé Kofi Adolphe, je suis le premier danseur, je suis son chef chorégraphe depuis 1980, depuis 80, ça fait 39 ans. On est ensemble. Et vraiment, depuis le mardi, je ne me retrouve plus. Vous avez perdu un ami aussi. Vraiment. On a perdu un grand frère. Pas un ami en tant que tel, un grand frère. Un grand frère de taille. D'accord. Et comment est-ce que vous vivez ça? Quels sont les rapports que vous entreteniez avec lui, en dehors de la scène, si je puis dire? Mais avec, nous on a l'habitude de dire Faux Roger, c'est ton Stan, mais on l'appelle Faux Roger. Bon. Avec Faux Roger aujourd'hui, sincèrement, quel rapport? Sincèrement, voilà quelqu'un qui est bien. Voilà quelqu'un, sincèrement, je vous le dis, on peut raconter des choses, mais il est bien. Il est bien. Vous pouvez demander, sa personnalité. Mais talent, personnalité, conseil, beaucoup de choses. Dans sa famille maternelle et dans sa famille paternelle. Il est écouté, il est écouté. Et il est sans façon. Donc proche des gens. En fait. Voilà, proche des gens. C'est quelqu'un, bon, c'est comme il chante. Il est comme ça. D'accord. Mais je me demande, est-ce que c'est cette proximité avec les autres qui lui inspire toute cette thématique-là qu'il aborde dans ses chansons? Mais c'est ça, vous savez, c'est quelqu'un qui est resté à côté des grands-pères, des grands-mères. Souvent, il est resté dans sa famille maternelle à Wegbo, Koli, et depuis son enfance, il est inspiré. Il est inspiré. Et vous entendez, il est inspiré. C'est quelqu'un qui est... Cette chanson, on se rappelle qu'il l'a chantée après une rumeur de son décès. Aujourd'hui, il n'est plus. Et on a l'impression que c'est une chanson qu'il a écrite pour lui-même. Hein. Pour lui-même, vraiment, c'est ça. Et si vous entendez ça, et si vous entendez si vous entendez ça, vous allez dire même qui prépare déjà sa mort.
Vous voyez? Qu'il savait qu'il s'en irait. Voilà, mais 63 ans, il est dans sa 4e année. C'est depuis décembre qu'il a 63 ans. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour notre pays. D'accord. Moi, il y a... Du côté artistique de la scène, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vécu personnellement avec lui, une anecdote ou mais une histoire vous savez, avec Toron, ce qui m'a marqué, c'était lorsqu'on était aux États-Unis. J'ai fait 5 mois avec lui aux États-Unis, 5 mois de tournée. C'est quelqu'un, il nous manque. Et on a fait 5 mois aux États-Unis ensemble, dans les mêmes chambres, on est restés ensemble. Avec lui, j'ai fait 5 mois avec lui aux États-Unis et après j'ai trouvé un contrat pour mon groupe, pour mon propre groupe, les Super Anges Wendoramboa. Et on est allé faire 7 mois de tournée. Toujours avec lui? Non, pas avec lui. On a fait 5 mois avec lui. D'accord. Et vous êtes reparti après pour 7 mois. Voilà. Oui, mais voilà. Je me demande, c'est peut-être l'occasion de comprendre un peu, hein, est-ce que la scène internationale accueillait l'artiste comme cela se devait? Ou c'est seulement ici que ce n'est pas seulement ici. Vous avez bien posé la question. Vous savez, à côté, au Togo, disons au Togo, on l'appelle Agbe Agbe Wesu. Vous connaissez ça, la chanson là? Non. Fredonnez un peu avec nous. Agbe Agbe Wesu, oh Wesu, Wesu à la vie, Agbe Agbe Wesu, Wesu, Wesu à la vie. C'est une chanson très connue au Togo. On l'appelle, c'est son nom même ça. Il a composé ça spécialement pour les Togolais. Pour le public togolais. Et au Burkina, Kadiogo Football Club National et des Cali pompés, des Cali pompés. Ça là, il est connu partout. C'est des partout dans le monde. Fait fureur, hein, oui. Il a une renommée en Afrique. Mais pas seulement en Afrique, dans le monde. J'ai fait les États-Unis avec lui, j'ai fait Canada avec lui, j'ai fait l'Allemagne avec lui, Paris avec lui. Et sur toutes ces scènes, il était assez apprécié. Il est apprécié. Vous savez ce qu'il a fait et qui est bon? C'est le Tchink système. Le Tchink, vous savez, c'est la musique traditionnelle, le Tchingoumé de Savalou, qu'il a essayé de mettre ensemble avec la musique moderne qui donne le Tchink système. D'accord. Et son nom même, il s'appelle le roi du Tchink système. Le roi du Tchink système. Et j'ai commencé avec lui. Oui, mais on peut appeler le Tchink système comme une sorte de touche particulière qu'il a apportée à la musique béninoise. Est-ce que vous pensez que ça a quand même révolutionné un peu la musique béninoise? Ça, est-ce que vous pouvez le dire? Ça, c'est le Tchink système aujourd'hui au Bénin. C'est trop parti. Beaucoup de gens l'ont adopté. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire nos enfants, les amis artistes, aujourd'hui, c'est sur les 100, il y a 80, il y a 60 ou 70 qui fait le Tchink système aujourd'hui. Et lui-même, de son vivant, il a déjà initié un festival du Tchink système. Tchink système. Et maintenant, puisqu'il est décédé, comment vous envisagez l'après Tchink système? L'héritage, cet héritage qu'il nous laisse. Ce qui est sûr, nous ne pourrons pas abandonner ça. On va continuer de le faire, nous, comme on est là actuellement. Je suis sûr avec les amis, les autres présidents de confédération, ensemble. C'est un truc déjà qui est là. On ne peut plus. Le Tchink système, c'est pour le Bénin. Et c'est ce qu'il a fait du bon. Le Tchink système aujourd'hui, c'est pour le Bénin. On ne peut plus, ça ne peut plus arrêter comme ça. Donc il y aura un suivi dans ce sens. C'est sûr parce que nous avons déjà, la relève est préparée. La relève est préparée. D'accord. Moi, j'aimerais quand même savoir, pour vous qui l'avez pratiqué, qui êtes resté avec lui depuis ses débuts, qu'est-ce que vous souhaiteriez que la génération, la nouvelle, celle qui n'a pas grandi avec ses chansons, puisse retenir de l'artiste? Mais aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est ça que vous êtes en train de faire déjà, les télés, les radios, à chaque moment, faire la promotion de l'artiste qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Jouer ses morceaux et continuer de jouer. Et ça va permettre aux enfants de dire, mais c'est qui? C'est lui, le fondateur du rythme
Think System. Ça va leur permettre de plus le découvrir. Voilà. Mais il y a certains qui estiment qu'en début de carrière, il était beaucoup plus productif et il était beaucoup plus connu qu'au cours de ces dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais il est connu. D'abord, avant de partir, il est parti, ça fait 3 semaines qu'il est parti pour les soins. Avant de partir, je vous dis, 3 jours avant, il a encore donné des spectacles. Il a encore donné des spectacles. Et il compose des chansons presque tous les jours. C'est pas parce qu'on ne les connaît pas qu'il n'est plus productif, c'est ça? Non, mais il continue. Aujourd'hui, il est basé à Révier. Avant de partir, il a fait une nouvelle chanson. Il a encore chanté. Et vous savez, aujourd'hui, on dit les teneurs, c'est pas les teneurs, ils sont 3. Il y a le doyen Sagoura Danielou, il y a le doyen Nel et Sagoura et Toron Stan. Et Stan Toron. Je crois que parmi les 3, c'est lui le petit. Mais il est vocalement plus fort aussi, comme on le dit. Il avait la voix. La voix, oui. Et sa présence aussi. Les messages. Oui, le message aussi. Moi, Jennifer, je vais vous raconter une anecdote. C'est une chanson que moi, particulièrement, je ne sais pas s'il l'a sortie un jour. Je crois qu'on lui a remis un micro pour qu'il se prononce sur une coupure et il compose une chanson. Pour l'a coupé, mais il y a coupé. Je ne sais pas si les autres le connaissent, mais moi, voilà qui était Stan Toron. Pendant les périodes de vote, en fait. Parce qu'à chaque fois, il sortait un message sur tout voter et il changeait à chaque fois. Il avait cette capacité-là de toujours innover. Très bien. C'est quelqu'un qui improvise bien. Il est bien dans ça. Si c'est pour improviser, il est vraiment fort. Sincèrement, il a beaucoup fait. Et il y a beaucoup à retenir sur lui, beaucoup à savoir. Donc, Monsieur Kofi Alade, c'est la fin de notre entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir pensé à un baobab du pays qui est parti. Vous avez bien fait, je vous dis un grand merci. Donc, oui, Jennifer Setivi, merci à vous aussi. Kofi Alade, merci. Ne vous inquiétez pas, nous aurons encore à revenir avec l'artiste, mais on vous laisse avec cette petite mélodie-là pour retrouver la prochaine rubrique. Voilà, mesdames et messieurs, on ne finira pas de pleurer ce décès, mais il faut bien que la vie puisse poursuivre son cours. La prochaine rubrique à présent au niveau de ce numéro du Grand Rendez-vous, c'est l'Espère. Voilà, ce soir, nous parlons de la commercialisation du cajou. Nous recevons pour vous Herman Abiona. Herman Abiona, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Conseil national des exportateurs de cajou. Donc, avec vous, on s'intéresse à cette commercialisation-là. Déjà, nous, on s'intéresse à cette campagne qui a précédé, puisqu'on est à la veille du lancement d'une nouvelle campagne. C'est peut-être le moment, que dis-je, c'est le moment de faire le point de la campagne qui a précédé. Dites-nous un peu pour vous, la campagne de 2018, est-ce qu'il y a eu des progrès en termes d'exportation du cajou? Merci beaucoup, Bello. La campagne de commercialisation 2018 s'est passée assez particulièrement parce que toutes les familles d'acteurs exerçant dans la filière Nakado Bénin ont connu une situation assez particulière. Je veux parler du Conseil national des transformateurs de cajou, du Conseil national des exportateurs de cajou, la Fédération nationale des producteurs et la Fédération nationale des acheteurs professionnels. On a tous connu une situation particulière liée au marché international qui ne nous a pas du tout facilité la tâche dans l'exercice de nos activités. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le prix qui a baissé ou il n'y avait pas assez de demandes, assez d'achats? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, avant de venir sur la question du prix, nous allons parler un peu du point de ce qui s'est passé. L'année passée, le tonnage espéré était au rendez-vous pratiquement et
au niveau de l'exploitation. Quel tonnage? On était à 130 000 tonnes environ. 130 000 tonnes. 130 000 tonnes environ, non compris les petites quantités qui sont parties du pays par voie terrestre qu'on n'a pas maîtrisé. D'accord. Et l'exploitation a fait environ 104 000 tonnes. Et la transformation était dans les environs de 20-25 000 tonnes. Les chiffres ne sont pas, disons, figés. Il y a des marges. C'est variable, parce que le plan de la statistique se pose toujours au niveau de la filière. Et le plus grand problème l'année passée, c'était la question du prix, la question de l'inexistence du marché d'écoulement, parce que c'était quand même déjà prévisible compte tenu des deux dernières campagnes qui étaient passées en 2016 et en 2017 où on a connu une hausse exagérée des prix qui était, disons, due à une situation particulière également qui s'est passée au niveau du Vietnam et de l'Inde, qui sont quand même des pays de gros transformateurs de la macadamie. Dites-nous un peu, ce prix qui était en hausse, il n'a pas avantagé les producteurs ou ce sont les acheteurs qui ont eu des difficultés? Non, disons, sur toute la chaîne de la commercialisation, ça a beaucoup plus avantagé les producteurs, les commerçants, ce qu'on appelle les acheteurs professionnels, peut-être également les exportateurs, mais ceux qui ont beaucoup plus du mal à s'approvisionner dans le temps pour faire fonctionner réellement leur usine, c'était les transformateurs, parce que plus le prix monte, plus ils ont des difficultés à s'approvisionner et donc les marges en termes de transformation ne sont pas assez élevées, si bien qu'il y a d'autres alternatives que ces unités trouvent pour quand même tenir l'usine. Voilà. Ce qui est sûr quand on parle de 130 000 tonnes en termes de tonnage et qu'on n'a que 24 000 tonnes qui sont transformées sur le territoire national, on se rend compte que le gros lot de ce que nous produisons en termes de cajou va encore à l'extérieur. Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que depuis la nouvelle dynamique que le gouvernement a insufflée au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a de nouvelles restructurations avec de nouveaux objectifs qui tendent à encourager la production pour 300 000 tonnes d'ici 2021 et, disons, transformer 50% de cette production. Je pense que cette dynamique va se mettre en place progressivement et les mesures d'accompagnement seront également pourront suivre pour que la transformation soit effectivement soit effective pour que disons ces transformateurs participent réellement à l'économie du pays. D'accord, mais déjà, souvent quand on parle de campagne de commercialisation, c'est dans une période bien précise et bien définie. Pour la campagne de 2019, elle va courir de quand à quand? Bon, généralement, les campagnes, après le lancement de la campagne, ça va jusqu'en octobre, parfois. Et il y a encore des stocks résiduels qui restent jusqu'en décembre, en novembre. Ça dépend des contrats de chacun. Voilà. Cette année, la campagne sera lancée en mars. Je pense que nous attendons toujours la précision de la date de lancement de la campagne qui se fera très très bientôt. Et au cours de cette campagne, je pense que cette campagne particulièrement, il y a des dispositions assez particulières qui ont été mises en place. Avant qu'on en vienne à ces dispositions, quel est le tonnage qui est espéré pour cette année? Est-ce que vous avez une idée? Oui, je ne dirais pas que j'ai les statistiques fixes, mais il y a environ 150 000 tonnes qui sont attendues. Et je pense, les informations que nous avons eues sur le terrain montrent que la production est bonne dans les zones des collines et du Zou, assez bonne dans les zones du Bogou Sud et autres. Mais nous pensons que si nous arrivons à mettre en place le dispositif opérationnel qui permettra de contenir le produit sur le territoire et faire sortir par une seule voie de sortie, on arrivera forcément à maîtriser un peu la quantité qui sort réellement du Bénin vers les produits, vers les pays transformatrices. Alors là, vous êtes en train de parler carrément de la structuration de la filière. Mais on a toujours pensé que la filière cajou était une filière assez bien encadrée et très bien structurée. Oui, du point de vue institutionnel, je pense que la filière est assez structurée parce que vous avez les familles d'acteurs qui sont connus. On a même une interprofession aujourd'hui. Il y a l'interprofession de la filière dans le cadre qui est connue. Il y a même d'autres structures de régulation qui seront mises en place bientôt pour encadrer l'exercice de l'activité de production, de transformation, d'exploitation
noix de cajou au Bénin. D'accord. Maintenant, déjà, vous nous parlez des défis. Quels sont les défis donc pour cette campagne? Oui, pour cette campagne, le plus grand défi, c'est d'abord de mettre en place une régulation, d'accord? Pas forcément un dispositif figé, mais un dispositif expérimental de régulation de la campagne de commercialisation, parce que au fil des années, il y a plusieurs acteurs non déclarés qui sont rentrés dans la filière, dans le dispositif de commercialisation, et qui spéculent sur les prix, d'accord, et sur la façon de faire. Non, mais est-ce que tout le monde n'est pas obligé de respecter les prix? Ou à un moment ou à un autre, on peut sortir de la fourchette? Oui, vous savez, quand le gouvernement fixe le prix plancher au niveau de la commercialisation en temps normal, il doit avoir un respect de ce prix plancher au niveau des producteurs. Mais il y a d'autres acheteurs qui viennent et qui spéculent. Bon, vous voulez parler des intermédiaires, c'est-à-dire ils achètent auprès des producteurs, après voilà, ils spéculent pour revendre. Exactement, voilà. C'est ça qui crée quand même le problème. Mais ne serait-ce pas là la loi du marché, du plus fort comme on le dit? Oui, c'est la loi du marché, mais n'oubliez pas que nous avons des sections importantes, des chaînes importantes de la filière qui contribuent quand même qu'on appelle au bien-être social, oui. D'accord, la création de l'emploi, par exemple les usines de transformation par exemple doivent quand même avoir une marge de manœuvre pour approvisionner, pour fonctionner. Donc pour vous la transformation est très importante la transformation dans ce processus de commercialisation. Est extrêmement importante du point de vue économie, et d'ailleurs sur toute la chaîne il y a un bénéfice net qui se dégage, mais il semblerait que la transformation de la noix de cajou apporterait une plus-value au niveau du produit et créerait beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus de pôles d'investissement, de pôles d'opportunités pour la jeunesse et autres. Alors, on n'exclut pas l'importance de l'exportation également, qui, dans la chaîne d'activité qui est exercée, de l'achat jusqu'à l'embarquement des produits, il y a un certain nombre d'emplois qui est créé et qui permet quand même à la jeunesse de trouver de quoi faire durant cette période. D'accord. Beaucoup d'acteurs de la filière, justement, se plaignent des intermédiaires. Pour eux, les intermédiaires au niveau du secteur sont encore la plaie de ce secteur. Est-ce que pour vous, c'est vrai? Oui, c'est toujours là, mais on est en train d'aller dans une dynamique de formaliser les réels acteurs de la filière Anacan. Je pense que l'interprofession a commencé une activité dans ce sens. Donc on aura bientôt plus d'intermédiaires? Oh, non, pas forcément. On va les mettre dans le secteur. Chacun dans ses responsabilités. Si vous voulez être acheteur professionnel, restez acheteur professionnel. Si vous voulez être exportateur, restez exportateur. Il y a d'autres qu'on appelle d'autres besoins, d'accord, d'autres services que ces intermédiaires qui sont là peuvent fournir pour quand même donner une structuration à la filière. Et je profite de l'occasion pour faire un appel à tous ceux qui veulent intervenir de façon individuelle ou collective dans la filière Anacan cette année, de faire beaucoup attention, parce que l'interprofession est assez claire cette année sur la régulation, sur le respect des règles en matière de commercialisation. Si vous voulez faire de l'achat sur le terrain, contactez la FENAPAT, la Fédération nationale des acheteurs de fruits tropicaux, qui vont vous donner une carte, d'accord, pour aller faire les opérations sur le terrain. Si vous voulez faire de l'exportation, venez au niveau du Conseil national. Si vous voulez, vous avez un projet d'investissement dans la transformation des noix de cajou, allez au niveau du Conseil national. Donc pour vous aujourd'hui, il faut privilégier le circuit formel. Il faut privilégier le circuit formel, ça nous sécurise nous tous. Et actuellement, ça même permettra même aux institutions financières qui ont fait assez de pertes l'année passée dans la filière, ça leur permettra de leur donner beaucoup plus de garanties, même si ce n'est pas grand-chose, à quand même faire confiance à ces acteurs qui veulent intervenir dans la filière. Merci Armand Abiona. Nous rappelons que vous êtes membre du Conseil national des exportateurs de Cajou Connect. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Lors du journal Est Sacré, nous allons donc rejoindre Nadège Soni et on se retrouve tout juste après. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal.
28 février 1990, le Bénin a pris de nouvelles options au PLM Alédio. Monseigneur Isidore de Souza a été un acteur de premier plan au cours de cette rencontre. 29 ans après, sa vie est toujours source d'inspiration et lui-même un modèle pour la jeunesse. Partir aujourd'hui de rien pour créer son entreprise est possible pour qui veut entreprendre. Il suffit d'une parfaite maîtrise de son environnement et d'un plan d'incubation pour lever des fonds. Les OGM continuent de soulever certaines inquiétudes quant aux risques potentiels qu'ils peuvent présenter pour la santé et l'environnement. La rédaction s'est penchée sur le sujet. Un naturaliste nous donnera son point de vue. Le 28 février 1990, c'était la date de la clôture des assises de la conférence des forces vives de la nation. Monseigneur Isidore de Souza, cheville ouvrière, a contribué à l'avènement du processus démocratique au Bénin. Et aujourd'hui, 29 ans après, les qualités du prélat artisan de la paix et de réconciliation inspirent toujours admiration. Dans ce reportage, prêtres, fidèles chrétiens et acteurs de la société civile parlent de l'homme et invitent la jeunesse à prendre Isidore de Souza comme modèle. Patrick Adjagbouchou. Monseigneur Isidore de Souza, une fierté nationale. Cet artisan de la conférence des forces vives de la nation de février 1990 reste l'un des bâtisseurs de la paix. Et je prends appui sur une déclaration qui pour moi n'est pas que mot de condoléances du président Mathieu Kérékou, lui aussi paix à son âme, quand Monseigneur de Souza est décédé et qu'il a rempli le livre d'or à l'archevêché. Et le jour de ses obsèques également, il a bien déclaré que Monseigneur de Souza est un père de la démocratie béninoise. Père de la démocratie béninoise, le prélat Isidore de Souza a incarné le consensus. Ses qualités inspirent témoignage. Il avait un grand sens de concertation de ceux qui étaient avec lui. Et cette concertation ne se faisait pas seulement avec ceux qui étaient avec lui, avec d'autres camps qui étaient autour de la table ou à la conférence nationale. C'est un homme d'engagement, un homme de foi et en même temps un homme de spiritualité. Et c'est un exemple que nous devons pouvoir intégrer dans nos comportements de tous les jours, nous qui souhaitons impacter la société. Impacter la société à travers des actions qui prônent la solidarité et le bien-être de tous. Monseigneur Isidore de Souza a été un philanthrope, symbole d'engagement humanitaire. L'hôpital Saint-Luc de Cotonou, c'était lui qui en avait eu l'idée et qui a tout fait pour que ce projet devienne une réalité. L'hôpital de Sotiankwe, le centre Seyon, etc., etc. Donc, il a vraiment cherché à impacter la société de par sa foi. 20 ans après son décès, Isidore de Souza est toujours cité en exemple. Un exemple qui doit faire école. L'éclosion des talents des jeunes entrepreneurs répond à un plan d'incubation et de reconversion des mentalités. Les obstacles que représentent les ressources financières et le cursus universitaire fondent comme neige au soleil. Tout est dans un déterminisme et une parfaite maîtrise de son environnement. Réussi à partir de rien, mode d'emploi. C'est un reportage de Igor Ayosso et Clotaire Awekou. Il est établi aujourd'hui que pour entreprendre ou s'auto-entreprendre, le préalable n'est ni les fonds ni les diplômes. Tout est dans la maîtrise de son environnement, la maîtrise de soi, sa propre motivation, son esprit créatif assorti d'un coût élevé au risque. Et bien de plans d'incubation et de reconversion des mentalités des jeunes entrepreneurs recommandent ce mode d'emploi. Au niveau des médicaments, dans le domaine pharmaceutique, nous avons des plantes qui ont plein de vertus, nous avons des plantes qui peuvent apporter des solutions par rapport à nos pathologies. Concentrons-nous sur ça pour apporter des réponses par rapport à nos problématiques de maladie. Il y a des femmes qui ont fabriqué des savons à travers nos plantes, des savons à travers nos ressources naturelles. Ces femmes n'ont pas été à l'école pour créer. Donc ce qui veut dire la création est à la portée de tout un chacun. Tout dépend de comment vous matérialisez votre environnement en fonction du besoin que vous avez détecté. Ces femmes n'ont pas attendu un financement pour éclore leurs talents.
Donc elles ont commencé avec les moyens du bord. Des fois, elles ont vendu leurs bijoux pour faire face au financement de leurs projets. Un entrepreneur qui a commencé par des millions, par des milliards, ça n'existe pas. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit en fonction d'un besoin. Il réfléchit, il consacre du temps. Si un jeune me dit « j'ai pas de financement, je ne commence pas », mais qui doit te financer? Qui a l'obligation de te financer? N'attends pas l'État, n'attends pas tes parents, finance-toi toi-même. Tu as un projet qui coûte 200 000, tu as dans ta garde-robe des vêtements que tu peux vendre pour commencer, vas-y. Tu as un portable qui te permet de répondre favorablement au financement de ton projet, vas-y. Tu as quelqu'un à qui tu as confiance, parle-lui de ton projet, essaye de voir comment vous pouvez faire. On cherche les moyens en fonction de son environnement immédiat en commençant par soi-même. Les personnes qui n'ont pas été à l'école, je pense qu'elles sont les plus intelligentes au monde. Elles ont réussi à faire des choses qui ont marché. L'éclosion de talents des jeunes entrepreneurs en marge de toute formation ou de toute éducation est si capitale à l'aune d'un travail de coaching, d'affirmation de soi et de saine émulation. Les organismes génétiquement modifiés OGM sont conçus dans le but d'améliorer le rendement des productions. Pour certaines agences scientifiques et réglementaires, loin d'être dommageables pour l'environnement, ils sont une opportunité. Tel n'est pas le point de vue de Patrice Sagbo. Pour le naturaliste, on peut bien s'en passer vu leurs effets négatifs sur la santé et l'environnement. Il est au micro de Enoch Mpati. OGM, organisme génétiquement modifié. Ça veut dire quoi? Les gens ont réussi à modifier le patrimoine héréditaire des êtres vivants comme les animaux, les végétaux, les organismes, les micro-organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu, pour dire qu'ils veulent transformer ça pour obtenir des organismes nouveaux. Et tout ça se passe au laboratoire. L'exemple que nous connaissons, c'est l'exemple du coton génétiquement modifié de Burkina Faso. En dehors de ça, nous devons savoir que lorsque cette semence est mise au point, elle coûte plus cher, largement plus cher que les semences ordinaires, les semences conventionnelles. Deuxième chose, il y a des conséquences juridiques. Vous ne pouvez plus utiliser librement cette nouvelle semence-là parce qu'il y a des droits, des brevets dessus. Ça veut dire que privatisation, ça veut dire dépossession des cultivateurs de leurs semences. Ensuite, sur l'environnement, vous allez voir qu'on fait de la monoculture. C'est-à-dire qu'aucun autre arbre ne peut rester sur une surface sur laquelle on cultive des semences OGM. L'exemple de l'Argentine est palpant. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus aucune abeille, il n'y a rien du tout. Et c'est ça aussi qui crée les gaz à effet de serre, qui crée le changement climatique. Il y a une autre manière de produire de manière saine pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour la santé humaine et pour l'environnement. Nos petits paysans savent que lorsque le sol est épuisé, on peut faire de la jachère. Ils savent qu'on peut utiliser du compostage. Ils savent qu'on peut faire une rotation de culture. Ils savent conserver les semences. Ils savent faire tout ça. Ils ont besoin seulement que leurs conditions de vie, de travail soient un peu améliorées. Le Bénin aujourd'hui n'a aucune loi. On avait pris des moratoires et les moratoires ont expiré depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain sans loi et n'importe qui peut venir ici faire ce qu'il veut tout le temps et nous ne saurons même pas ce qui va se passer. On ne pourra même pas l'attaquer parce que nous n'avons aucun instrument juridique pour le faire. FESPACO 2019, le premier film sénégalais en compétition a été diffusé. On n'a pas le temps pour nous, c'est le titre du documentaire de la réalisatrice Cathy Lena Ndiaye. Dans son film, elle nous fait découvrir un rappeur burkinabé engagé pour la poursuite de l'œuvre de Thomas Sankara. Reportage. Cet esclavage, c'est de la politique. La migration est à sens unique. On reprend. C'est bon ça vient. Pour cette entrée en lice du Sénégal dans la compétition officielle du FESPACO, la réalisatrice Cathy Lena Ndiaye est à l'honneur. Elle nous dresse un portrait intimiste du rappeur Smokey à l'avant-garde du combat pour achever la révolution entamée par Thomas Sankara au Burkina. Les œuvres artistiques ont tendance à façonner un peu la façon de voir le monde, la façon de voir le passé, le présent comme l'avenir, et à faire de nous des meilleures ou des plus mauvaises personnes. Voilà. Maintenant, quel camp on choisit? On choisit d'être des super vilains ou des super héros. Nous, on a choisi d'avoir un micro et d'utiliser ce micro-là pour pouvoir, d'une certaine façon, dispatcher une parole
qui n'est pas forcément la vérité universelle, qui est peut-être tout simplement notre vérité à nous, mais qui est très souvent la vérité de ce qu'on entend tout autour de nous. Voilà, un peu comme des répétiteurs d'écho. Porter la voix du peuple pour faire partir Blaise Compaoré au pouvoir depuis 30 ans, Smoké assume son engagement et Katile Ndjaye l'a suivi pendant 2 ans pour fixer, mais avec précision, la détermination du rappeur. Pour moi, c'est vraiment l'artiste qui incarne le changement, qui rêve de changement, qui l'exprime, qui le met dans ses créations, qui le crie haut et fort, et qui, à un moment donné, rêve tellement de ce changement que ce changement arrive. Et donc, voilà pourquoi Smoké. Voilà. La journaliste sénégalaise, devenue réalisatrice, filme toujours de près ses personnages, comme pour mieux faire voir au public les tréfonds de ces derniers. Le film s'achève sur une note assez brusque, une invite à méditer sur le fait que le travail pour achever la révolution au Burkina est toujours en cours, mais on a le temps pour nous. Titre du documentaire est une façon de relativiser les choses en se disant que ça viendra tôt ou tard. Au Kenya, les acteurs de la filière thé s'inquiètent pour le coût de leurs produits fixés par l'Iran. Le pays asiatique vient en effet d'imposer un prix maximum de $3, soit environ 1600 francs CFA pour le kilogramme de thé kényan et une taxe punitive sur tout achat dépassant cette valeur limite. Pour les acteurs de l'industrie, il s'agit d'un coup dur étant donné que l'Iran est un marché stratégique non pas en raison du volume acheté mais plutôt du fait de la rémunération offerte. Selon le directeur général de l'autorité kenyane de l'agriculture et de l'alimentation, ce nouveau prix n'était pas soutenable pour plusieurs raisons, notamment la réputation du thé kényan, le coût de production de la feuille et les frais de transport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Merci à vous, Nadia Sani. On se dit à la semaine prochaine pour le journal au niveau du Grand Rendez-vous. En attendant, mesdames et messieurs, le Grand Rendez-vous se poursuit. Nous faisons ensemble le rappel de la météo. Voilà, mesdames et messieurs, terminus, tout le monde descend et tout le monde, bien sûr, vous aussi avec nous, vous descendez. Mais avant de vous laisser, il y aura la citation du jour, vous le savez, c'est devenu une tradition entre vous et nous. Et la citation ce soir, elle dit ceci: ne pas savoir est mauvais, ne pas demander est encore pire. Ne pas savoir est mauvais, ne pas demander est encore pire. C'est une citation africaine qui nous vient des pensées et proverbes wolof. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. Je vous dis
dis à demain et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre. En attendant, prenez soin de vous. Bedama go wedo, we keme o.